Alors, rebonjour à tous. Là, on a déjà fait plein de choses ensemble, puisqu'on vous a déjà présenté très rapidement les principaux messages clés de notre rapport Vigie. On vous a challengé justement avec l'enquête sur vos ressentis par rapport à ces grandes tendances. En atelier, je pense que vous avez tous travaillé à nouveau sur les tendances, sur les visions, les jeux d'acteurs, etc. Et donc là, qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque les scénarios. Il nous manque, autrement dit, la mise en récit, la mise en musique de tous ces ingrédients, de toutes ces tendances. Et tu peux avancer, Pierre-Antoine, s'il te plaît, merci. En gros, une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, ou globalement plutôt, à quoi pourrait ressembler notre monde en 2050 ? Alors, les scénarios, c'est à la fois un outil formidable en prospective et un outil très dangereux. Formidable parce qu'en fait, on se dit les scénarios, justement, c'est super, ça va permettre de comprendre dans quel monde on pourrait vivre en 2050. On va mettre toutes nos tendances, toutes nos grandes questions, toutes nos visions d'acteurs, on va faire bouger les curseurs, et puis à la fin, on aura des grands récits sur le monde de 2050. Et de fait, quand on sort un rapport Vigie, à chaque fois qu'on ne fait pas de scénario, et vous, nos membres, revenez nous voir en disant « Mais pourquoi il n'y a pas de scénario ?» Parce qu'on ne sait pas trop comment s'approprier finalement tout ce que vous avez proposé. Donc, à chaque fois, on se dit, bon, est-ce qu'on fait des scénarios ou pas ? Parce qu'effectivement, il y a cette tentation de ces grands récits. On est quand même dans une période où on a besoin de ça. On a besoin de comprendre concrètement, dans le marasme ambiant, qu'est-ce que ça pourrait donner si on s'éloigne à moyen, à long terme, quelle grande trajectoire on pourrait identifier. Et en même temps, forcément, les scénarios, c'est très dangereux, c'est très risqué, parce que ça donne l'impression qu'on va enfermer le monde dans quelques grandes logiques, quelques archétypes d'acteurs, qu'on va tirer les traits et que finalement, on va tomber dans des choses un peu caricaturales qui vont décevoir ou sur lesquelles on va avoir des réactions assez mitigées en disant ça c'est super, mais finalement, c'est trop optimiste, ou à l'inverse, vous êtes très pessimiste. Et donc, c'est pas évident de trouver le juste milieu. Donc là, on est vraiment dans cette approche-là à Futurisme, à se dire à chaque fois, quand on construit des scénarios, on le fait de manière très prudente, très progressive. Ça nous prend des mois parce qu'on est toujours en train de réfléchir au bon niveau finalement pour vous proposer des grands récits qui nous parlent à nous, qui nous semblent pertinents, qui nous semblent utiles à vous, sachant que vous représentez une grande diversité d'organisations, de secteurs. Si derrière vous devez plonger votre organisation dans un scénario, est-ce que ça va vous parler ? Donc l'exercice est vraiment pas évident et on le reconnaît de la même manière. Alors je lis pas ce qui est écrit là, mais c'est ce que je raconte. De la même manière, on est conscient qu'il va manquer plein de choses dans nos scénarios parce qu'en fait nos ingrédients principaux, c'était les éléments justement du rapport Vigie. Donc vous l'avez vu, il y a déjà beaucoup de choses. On est allé au fond de chaque sujet. On a vraiment des tendances assez solides, on l'espère. Mais on a aussi laissé de côté des sujets tout aussi majeurs. Par exemple, la question des modes de vie, qui moi m'intéresse beaucoup. Cette année, on ne l'a pas beaucoup creusé parce qu'en fait, on était sur un niveau global, que c'est un sujet qu'on a traité par ailleurs dans d'autres rapports. Donc cette année, on s'est dit, on le met peut-être moins au premier plan. On le réinjecte, disons, dans les scénarios, mais dans un deuxième temps. Même chose sur les technologies, on s'est posé beaucoup de questions sur les technologies parce qu'à la fin c'est central, en même temps c'est pas évident. Donc pareil, on les a réinjectés plutôt comme des leviers, des outils au service des acteurs qu'on décrit dans nos scénarios. Tout ça pour dire quoi ? Qu'à la fin, on vous propose 4 grandes trajectoires, donc à l'horizon 2050, avec tous les bémols que je suis en train de donner sur le fait que c'est pas, le futur ne sera probablement pas un de ces scénarios-là, mais néanmoins, notre objectif, c'est bien de vous donner un peu des clés de lecture, de se dire si les tendances qu'on a analysées, nous, se poursuivent en fonction des réponses qui seront apportées par les acteurs. Voilà un peu les 4 grandes trajectoires qu'on a identifiées, nous, à Futurible, et qui sont des bases de discussion avant tout, des bases de travail aussi pour vous, en atelier, ou comme vous voulez, finalement, se dire, qu'est-ce que ça pourrait donner, quels impacts ça aurait sur, à nouveau, nos organisations et nos secteurs. Donc on va vous présenter ces 4 scénarios avec Pierre-Antoine. Et comme on l'a déjà fait à plusieurs occasions à Futurible, on va ajouter un petit peu de piment dans tout ça pour incarner nos scénarios aussi, parce que comme ils sont très globaux, l'idée, et tu vas le redire, c'est aussi qu'est-ce que ça voudrait dire du point de vue d'un individu, finalement, vivre dans ce scénario. Donc le temps des pompiers, le temps des fourmis, le temps des fauves et le temps des tanières. C'est parti.
Bonjour, alors je vous présente notre piment, c'est Léa, c'est la grande témoin de cette séquence, qui est étudiante, elle est lycéenne, elle est en terminale et elle s'apprête à passer le bac. Donc elle vient d'avoir ses résultats Parcoursup. Je prononce le mot Parcoursup et je sais que là c'est douloureux pour certaines personnes dans la salle. Voilà, elle est pleine d'entrain, elle a eu droit, elle est contente, ça lui permet de laisser pas mal de portes ouvertes et de répondre à son exigence dans la vie qui est d'œuvrer à l'intérêt général. Léa devait être avec nous aujourd'hui, mais elle nous a fait faux bond. Vous savez comment sont les jeunes aujourd'hui. Et pour le coup, on a quand même un super moyen de communiquer avec elle. Voilà, une magnifique app. Léa, est-ce que tu nous entends et nous vois? Super. Alors, oui, ça va être comme ça. C'est à nous de nous adapter à la jeunesse, c'est pas l'inverse. Tu nous as fait faux bond, Léa. Où te trouves-tu? Ok, bien sûr, excusez de préparer le bac et puis surtout de réviser l'histoire. Le passé, c'est important, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire dans la vie? Excellent choix. Tu vas voir, c'est un métier formidable, au cœur des bouleversements de notre époque. On rencontre plein de gens, on fait des scénarios. D'accord. Alors, ce que je te propose, Léa, en fait, ce serait plutôt de nous projeter dans les 4 grands scénarios. Dans chacun de ces scénarios, on va essayer de voir ce que tu deviendrais en termes professionnels. Ça va? T'es intéressé? Ok. Bon, ben à toi. Alors peut-être on va commencer par le premier scénario. Alors c'est parti Léa. Donc je te préviens, les schémas sont un petit peu compliqués, mais tu vas voir, c'est très simple. Alors imagine un premier scénario. On l'a appelé le temps des pompiers. Le pompier, tu vois ce que c'est. Donc c'est un métier où en gros tu vas gérer des urgences. Et là c'est exactement ce qu'on imagine. Donc en gros, ce schéma, il se lie. Alors on peut lire d'abord les grandes étapes en rouge, qui sont vraiment les grandes trajectoires du scénario. Et ce qu'on a fait pour vous montrer qu'on a travaillé sérieusement, c'est qu'on a réinjecté les grandes tendances de nos différents chapitres. Donc à chaque couleur correspondent des tendances de chaque chapitre. Et puis, pour incarner nos scénarios, on a imaginé ce qu'on a appelé des mini-scénarios. Donc c'est des petits scénarios beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillés, sur lesquels on va imaginer des situations particulières qui vont nous permettre de comprendre un petit peu dans quel monde on vivrait. Donc dans le temps des pompiers, comme son nom l'indique, on est dans un monde finalement qui va vous paraître pas si éloigné d'une autre, où on a une multiplication, on a une série de crises de toute nature. Ça peut être des crises climatiques bien sûr. On l'a bien vu ce matin, il va falloir s'habituer à cette nouvelle norme des chocs climatiques, quels qu'ils soient, soit des chocs progressifs, la montée des eaux, les migrations dont on a parlé ce matin, ou des crises beaucoup plus soudaines et inattendues, en tout cas difficiles à prévoir. Et face finalement à cette multiplication des crises, on a une paralysie, on a une inefficacité quand même croissante des instances multilatérales, des institutions héritées de la Seconde Guerre mondiale. Elles n'arrivent plus à faire face, elles n'arrivent plus à se coordonner. Les États eux-mêmes sont quand même relativement dépassés et donc on a des situations qui sont gérées soit en décalage, soit de manière inefficace. Enfin bref, ça ne fonctionne pas. Et donc, en réponse, ce qu'on observe progressivement, ça va être une logique d'alliance. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un problème, il y a une crise sanitaire dans un pays africain liée à un nouveau virus. Et au lieu d'attendre que l'OMS se bouge, on va avoir des acteurs sur place, mais aussi des multinationales qui vont dire attendez, nous, on va résoudre ce problème-là tout de suite, maintenant, sans attendre, parce qu'on a intérêt à le faire. On a intérêt à le faire, soit parce qu'on a des enjeux économiques dans ce pays-là, soit parce qu'on a aussi un peu de conscience humanitaire et qu'on n'a pas envie que cette crise elle dérape complètement, parce qu'on est l'État concerné, etc., etc. Donc on va avoir des coalitions qui vont se mettre en place comme ça, de manière assez ad hoc, en tout cas, de se dire voilà, il y a un problème, on va trouver une solution, et c'est les acteurs qui se sentent concernés et ou qui ont les moyens d'agir face à cette crise, qui vont y répondre. Et donc ça va être des logiques qui se développent d'abord de manière un peu ponctuelle, un peu opportuniste. En tout cas, on dit, tiens, on faute de mieux, on fait comme ça. Et puis, comme ce mode de fonctionnement fait ses preuves, parce qu'effectivement, il est plus efficace, il permet d'aller plus vite, de résoudre les problèmes, et progressivement, il va se développer, il va devenir la nouvelle norme. C'est-à-dire qu'on va acter le fait qu'on ne peut plus attendre des réponses institutionnelles à ce genre de problèmes massifs, sanitaires, migratoires, mais même économiques potentiellement, et que donc progressivement, les coalitions, quelles qu'elles soient, deviennent la nouvelle norme. D'accord ? Donc cette logique un peu de club aussi, dans lesquelles les organisations peuvent s'insérer. Alors, on peut avoir des coalitions très ponctuelles et qui finalement vont se terminer dès que la crise est résolue, ou progressivement des coalitions
qui vont être plus pérennes. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, tiens, pour gérer la ressource en eau au niveau de ma région, au niveau du bassin du Nil, bah, finalement, on a plutôt intérêt, nous, acteurs concernés, à se mettre d'accord, à se réunir, et puis on peut avoir une coalition qui dure un peu plus longtemps. D'accord ? Donc tout ça, ça nous dessine un monde assez intéressant, parce qu'effectivement, au final, on répond pas mal à un certain nombre de demandes. En revanche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une logique aussi très court-termiste. Donc on répond au problème au moment où il se produit, par contre, quand il s'agit d'avoir des visions de plus long terme, bah là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ma coalition, peut-être qu'elle n'existera plus. Ça veut dire aussi que ça peut être plus compliqué du coup de faire face à des enjeux vraiment mondiaux, parce que là, on n'a pas résolu le problème de ces instances internationales qui n'arrivent pas à avancer. Ça veut dire aussi qu'on peut être dans un scénario très inégalitaire, forcément, entre des enjeux qui vont être pris en charge parce qu'on se dit, bah oui, là, ma crise sanitaire, j'ai intérêt à y répondre, et puis d'autres enjeux qui vont être complètement délaissés parce qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de moyens, et donc des inégalités très fortes qui peuvent être régionales ou liées aux différents secteurs qui sont concernés par ces crises. Et donc, comme je le disais, dans chaque scénario, on a imaginé 4-5 petites histoires. Donc là, par exemple, comme je l'ai dit, une extension des coalitions sanitaires telles qu'on peut les observer aujourd'hui, ou alors une crise migratoire majeure qui susciterait finalement une gestion conjointe à la part d'un certain nombre d'acteurs à différentes échelles et pour différentes raisons. Et on a notamment imaginé un petit scénario qui serait en gros celui de gated communities. Alors, tu nous le présentes pour Léa ? Oui, alors en fait, voilà, je vais la projeter dans ces enclaves urbaines ultra protégées. Alors, c'est des villes qui ont une certaine richesse, etc., et qui profitent de cette polarisation sociale vers le haut, et qui instaurent des quotas démographiques et pour mettre en place des havres de haute qualité, climatisés, etc., avec tout un tas de protections sociales, prises en charge par des acteurs privés, etc., de services. Et dans ce monde-là, de monde privilégié, on a pas mal d'identités hybrides. On est beaucoup entre le virtuel et le physique. Et dans ce monde, Léa, tu vas devenir la Mytos Global Spokeswoman. Ça veut dire que tu es porte-parole. Oui, alors porte-parole, d'accord. Donc, la Mytos, c'est la Microsoft International Trust Organization. Donc c'est une fondation privée qui veille à éduquer sur les médias, au fait que l'information soit valable, sûre, et qui coagule autour d'elle tout un tas d'acteurs, notamment des médias et de l'éducation. Oui, et tu seras moins exigeante passé 40 ans, tu vas voir. Et d'ailleurs, dans ce monde-là, tu devras adhérer un peu à la théorie du ruissellement et au fait que tu vas comme ça rayonner auprès de territoires moins favorisés et apporter une parole constructive. Tu es en avatar parce que tu fais partie de ces gens qui développent toutes ces identités un peu hybrides, et le fait d'être en avatar là, te permet d'intervenir notamment dans des écoles, dans des universités, etc., pour être au plus proche de ton public sans avoir à sortir de ta communauté quand même, parce que c'est plus confortable. Non, c'est un futur possible. C'est pas gravé dans le marbre, ça sert à t'éclairer, mais je pense que c'est quand même un futur relativement intéressant pour toi, non ? Je crois que peut-être ça lui plaît pas plus que ça, alors on va essayer de voir autre scénario. Alors, on propose un deuxième futur possible. Le temps des fourmis, complètement différent. Okay, on part du même problème, de la même situation. Dans notre monde, vous l'avez compris, on est vraiment sur nos grosses tendances lourdes. Quoi qu'on fasse, on l'a redit ce matin, on n'échappera pas à nos crises climatiques, mais bien sûr à d'autres crises, des crises économiques, des crises géopolitiques, en bref, à un monde qui commence à avoir du mal à faire face à toutes ces situations de plus en plus pénalisantes à tout point de vue. Et sauf que là, ça y est, on a un sursaut. Le fameux sursaut qu'on attend à l'échelle internationale, de se dire, et si finalement on réussissait enfin à se mettre d'accord, à repenser les institutions internationales pour que véritablement elles offrent un cadre de réponse aux enjeux globaux. Alors tout ceci ne se fait pas par miracle, mais l'idée c'est que bien sûr c'est progressif et que probablement ça commencerait justement sur certains enjeux spécifiques sur lesquels les intérêts communs sont quand même évidents et sur lesquels on arrive effectivement à mettre en place un cadre collectif commun. Donc là, on vous a donné plusieurs exemples. Alors, sur le climat, vous allez me dire, c'est un peu compliqué, on commence à ne plus y croire, mais quand même, on se dit que là, dans ce scénario, on pourrait arriver à un consensus sur
peut-être, sur l'atténuation et à minima sur les politiques d'adaptation au changement climatique, sur les questions de biodiversité, sur les questions alimentaires et bien sûr aussi sur les questions de santé, voire sur les questions de défense. Donc prenez le thème qui vous paraît le plus pertinent, sur lequel progressivement on dirait ok, on arrive à se mettre d'accord à l'échelle internationale. Et dans notre scénario, ce qu'on raconte, c'est que on aurait finalement un système de gouvernance en logique de poupée russe. Donc à l'échelle internationale, on refonde nos institutions onusiennes, peut-être qu'on en enlève certaines, on les recentre sur certains enjeux majeurs. Et puis, on pourrait aussi mettre un petit peu d'IA. On s'est dit qu'on ne parlait pas trop d'IA, mais parlons-en un petit peu quand même. Se dire, et si on mettait le potentiel des algorithmes au service justement d'une gouvernance internationale repensée pour prendre des décisions de manière plus alors rationnelle, je ne sais pas, en tout cas, plus objectivée en fonction d'un certain nombre d'indicateurs, de critères, dépolitisant un petit peu certains enjeux. En tout cas, mettre cet outil au service de décisions politiques internationales. Qu'est-ce que ça donnerait? Quelles questions ça poserait aussi sur tous ces enjeux? Et puis, on aurait une couche, bien sûr, de déclinaison de ces instances internationales à des échelles plus régionales pour incarner finalement les logiques de gouvernance, donc à des échelles régionales, typiquement l'UE, pour se dire concrètement qu'est-ce que ça donne, notamment sur des questions type commerce, énergie, environnement. Et donc, à la fin, on aurait quoi? On aurait une architecture globale qui serait fortement repensée, qui offrirait un cadre alors plus efficace pour gérer justement ces grands enjeux mondiaux, mais forcément aussi beaucoup plus contesté, parce que la contrepartie, c'est qu'il y aurait un certain nombre de contraintes aux activités, notamment des entreprises, qui ne pourraient plus faire ce qu'elles veulent parce qu'elles devraient respecter un certain nombre d'objectifs validés à l'échelle internationale, par exemple des quotas ou d'autres objectifs, pour s'assurer que les objectifs qui ont été votés soient vraiment atteints. Et plus globalement, on est dans un monde qui est un peu ambivalent, parce que d'un côté, il est probablement plus égalitaire. On arrive effectivement à lutter contre un certain nombre d'enjeux face auxquels aujourd'hui on n'a pas de réponse. Par contre, on peut avoir des contestations, des accusations de gouvernance un peu liberticide, etc. Donc on est dans ce monde-là, dans ce scénario, avec un certain nombre de petits scénarios. Donc, par exemple, on pourrait imaginer une coalition mondiale pour l'eau, pour s'assurer justement que les questions de l'eau soient gérées de manière beaucoup plus efficace en intégrant les questions de long terme et qu'on ne soit pas juste sur des logiques marchandes en lien avec l'eau. Et puis, on a un scénario dans lequel on imagine la création du statut de casque vert. C'est quoi ça, Pam? Oui, alors, casque vert. Évidemment, ça fait partie de la suite logique de ces dynamiques que tu as évoquées. On se dit que les tensions pour les accès aux ressources s'accroissent dans la décennie qui vient, dans les décennies. Et donc, on se dit qu'à l'échelle globale, il y aura peut-être une manière d'agir pour travailler à faire en sorte de pacifier les conflits liés à l'environnement. Donc, cette unité de casque vert, elle est créée en 2048. Avec, évidemment, on peut se dire une réception ambiguë, parce qu'à chaque fois qu'on intervient sur ces terrains-là, les populations locales peuvent être pas forcément accueillantes. Et toi, Léa, dans ce monde-là, tu es casque vert. Ouais, c'est bien, tu vas voir du pays, tu vas aller au Laos, tu vas aller en Amazonie, etc. Tu vas voir plein de choses, plein de pays. Ouais, c'est assez stylé. Là, par exemple, c'était en 2048, juste avant ton départ pour l'Éthiopie. Alors, ce qui s'est passé en 2048, c'est que l'Éthiopie a réduit le débit du Nil suite à une crise de ressources, d'eau. Et évidemment, ça a causé beaucoup de problèmes en Égypte. Alors, vous êtes intervenu à la frontière entre l'Égypte et l'Éthiopie. Autant vous dire que vous n'avez pas été très bien reçus. Oui, alors il n'y a pas eu forcément de combat avec les forces armées locales éthiopiennes, mais par contre, la population civile vous a pris à partie assez violemment. Ça, j'ai pas le droit de dire. Mais est-ce que tu es toujours intéressé par une carrière de casque vert? Je comprends. Sage décision. Alors, on va continuer notre cheminement dans les scénarios. T'es exigeante, mais t'as raison. Allez, encore deux scénarios. Troisième scénario, le temps des fauves. Toujours le même contexte, ça, on ne va pas le changer. D'accord ? C'est notre toile de fond, multiplication des crises. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Contrairement aux deux scénarios précédents, en fait, ce qu'on voit malheureusement depuis quelques années, cette logique d'accaparement se renforce encore. Autrement dit, on est dans un monde aux ressources finies et finalement, ça va être la loi du plus fort. Et donc, dans ce scénario, les acteurs qui en ont les moyens vont essayer de s'accaparer les ressources les plus stratégiques parce qu'ils en ont besoin. Notamment, on va être dans un scénario où il y aura beaucoup de coalitions entre des acteurs économiques et des États
pour essayer de continuer à nourrir leurs économies, à satisfaire les besoins de leur population, mais surtout satisfaire donc les besoins économiques et se dire on essaye quand même de continuer à créer de la richesse et de la croissance économique comme on l'a vu ce matin. Et donc on est dans un scénario où se créent progressivement ces grands empires prédateurs qui vont manger finalement toujours plus de ressources naturelles, mais aussi de ressources humaines. On est dans un scénario où l'humain lui-même devient une ressource stratégique, puisqu'on l'a vu ce matin, on va avoir des déséquilibres de plus en plus forts entre les pays, entre les grandes régions, en termes de structure de la population, avec des pays développés qui vont potentiellement manquer de chair fraîche, de jeunes populations actives, donc ils peuvent mettre en place des stratégies pour aller récupérer des travailleurs dans d'autres pays. Et puis plus globalement, donc, on est dans un scénario d'inégalité majeure en fonction de la capacité des acteurs à aller chercher des ressources dont ils ont besoin ou pas. Donc là, on est vraiment dans un scénario de tension forte. Néanmoins, on est dans un scénario, on s'est posé plein de questions à Futuré, mais pour qu'ils tiennent, il faut bien que des acteurs y trouvent leur compte. Donc on est aussi dans un scénario qui permet de continuer comme aujourd'hui, qui permet de rester dans la logique capitaliste, dans la logique consumériste, et où finalement, ces logiques d'accaparement nous permettent, en tant qu'individus, en tant que société, de continuer à vivre bien, au détriment, bien évidemment, du bien-être des écosystèmes et de certaines populations qui vont faire les frais de ce logique-là. Mais ce scénario-là, il a aussi ses ambiguïtés, c'est-à-dire qu'il peut paraître très sombre, mais en réalité, bien sûr, il y a aussi des gagnants, parce que sinon, il ne tiendrait pas. Mais néanmoins, ce qu'on imagine dans ce scénario, c'est d'une part donc, des trajectoires qui vont être très différentes selon les acteurs, selon les grandes régions, et puis quand même des risques d'affrontement. Forcément, il y a des États, des pays, des populations qui vont pas se laisser faire, et même au sein des pays européens ou au sein de la société américaine, on peut imaginer des tensions, voire des soulèvements contre cette logique-là pour essayer de la faire basculer et de mettre fin à cette logique de prédation. Alors, dans ce scénario-là, donc, comme dans les autres, on a 4-5 mini-scénarios, 4 je crois, et notamment, comme je l'évoquais rapidement, les migrations pourraient elles-mêmes devenir un marché comme les autres. Pourquoi ? Oui, la migration comme marché, justement pour répondre un peu à ces tensions sur le travail et les ressources. Donc, peu à peu, dans la décennie à venir, on aura une progressive contractualisation de la migration. Une sorte d'actualisation, aller un peu plus loin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, avec de plus en plus d'accords bilatéraux entre les pays les plus mieux lotis et ceux qui ont beaucoup de main-d'œuvre. Et tout ça passe par des quotas annuels de travailleurs qui sont négociés. On a des permis de travail en Europe. Évidemment, on va privilégier ces permis sur les secteurs qui sont les plus en tension. Et pour les migrants à l'échelle, dans son pays, il y a une sorte de double prédation. Alors, on va attirer les ressources humaines dans les pays riches, et puis dans les pays d'où ils viennent, ça peut être l'enjeu de diverses pratiques problématiques. Et dans ce monde, Léa, tu es la directrice adjointe de l'agence publique France Migration. Oui, c'est un travail de bureau, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, il y a la climatisation, il y a un bon contrat à 42 heures par semaine, parce que dans ce monde-là, on travaillera un peu plus a priori. Alors, France Migration, c'est l'agence publique qui évalue les besoins en termes de ressources humaines, qui négocie avec les branches au niveau national, qui négocie et pilote les négociations justement avec les pays fournisseurs de main-d'œuvre, qui contribue à l'accueil des migrants, à toutes les démarches administratives et au suivi, à une sorte de suivi. Voilà, c'est intéressant. C'est ta manière d'œuvrer pour l'intérêt général dans ce monde-là. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Ok. Je pense que ça la satisfait moyennement et qu'on va lui donner une dernière chance avec le dernier scénario. Alors, dernière chance, la pression monte. Donc Léa, le temps des tanières. Je pense que le scénario va te parler. Donc, ça commence comme aujourd'hui. Ça commence avec les tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc, tu as dû quand même entendre parler. Et ce qu'on s'est dit dans ce scénario, c'est que ces tensions, elles vont encore s'aggraver, que c'est pas fini. Et que finalement, progressivement, ces deux puissances,
elles vont véritablement créer des blocs. Alors on se dit à chaque fois, mais ça va déjà assez loin, mais non, on pense que ça peut aller encore plus loin. Vraiment des blocs fermés, avec une fermeture potentiellement des échanges commerciaux, et puis les États-Unis et la Chine qui vont demander aux autres pays de se positionner. Et attendez, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et donc cette bipolarisation du monde qui va encore s'accentuer, qui va poser plein de questions, parce que déjà, c'est pas évident pour les pays... les 199 pays qui restent de se positionner, et puis ils vont pas forcément être d'accord. Et donc ce qu'on va voir, c'est que progressivement, il va y avoir des petits rebelles, donc des États qui vont refuser de prêter allégeance aux États-Unis ou à la Chine, qui vont être dans des logiques plutôt d'émancipation, de souveraineté, de dire attendez, nous aussi, on peut faire des choses sans vous, d'accord ? Donc on va avoir un monde finalement à plusieurs blocs qui va commencer à se mettre en place. Alors c'est pas évident parce que selon les capacités, les marges de manœuvre des États, selon leur puissance, on en parlait ce matin, il y aura quand même des pays qui vont être un peu des satellites, qui vont rester dans le giron des États-Unis et de la Chine, qui n'auront pas trop le choix. D'accord ? Mais on peut aussi avoir des pays, des régions, des alliances de pays, typiquement l'Union européenne, qui, dans ce scénario, va dire non, moi je m'affirme comme une puissance alternative et donc je vais créer finalement mon propre bloc avec mes propres logiques, etc. Et puis on peut avoir aussi des puissances plus petites qui vont essayer de faire cavalier seul, d'accord ? Et puis on peut même avoir à des échelles infra, des régions, des communautés qui vont dire moi j'essaye aussi de fonctionner dans une plus grande autonomie. Donc on est vraiment dans un scénario où il va y avoir plein de logiques différentes, plein de niveaux différents et plein de vies différentes. Donc on n'est pas dans un monde, on est dans des mondes. Ça veut dire que selon le pays dans lequel vous êtes, la région dans laquelle vous êtes, vous pouvez vivre dans des logiques très 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 différentes. Et on peut imaginer plein de choses dans ce scénario. Donc c'est ce qui le rend à la fois plus compliqué et plus riche, parce qu'on se dit, oui, on voit bien comment il pourrait émerger, et on voit bien aussi la multitude de réalités que ça pourrait induire derrière. Il est plus compliqué parce que ça veut dire que quand on est une multinationale ou un acteur qui agit à l'échelle internationale, ça veut dire que finalement, on va être dans une logique de fragmentation des systèmes économiques, des systèmes financiers, des systèmes numériques. Et donc, il va falloir faire avec, ou plutôt jouer un peu l'équilibriste pour savoir, en fonction des marchés des pays dans lesquels on est présent, comment on se positionne. Donc, c'est un scénario qui est très complexe pour les individus, mais aussi plutôt pour les entreprises et pour les États, en termes aussi de partenariat. Alors, Léa, il te plaît celui-là ? Oui, pardon, j'ai oublié de présenter le mini-scénario. Vas-y. C'est pas grave. Hein. Donc, effectivement, dans ce monde-là, plusieurs mini-scénarios possibles, et on peut envisager une sorte de, pas d'éclatement de l'Europe, mais une autonomisation, une nouvelle échelle européenne à l'échelle des régions, qui accompagnerait la perte de souveraineté et la légitimité à un niveau étatique, national, État-nation traditionnel, et donc qui laisserait la place un peu pour des régions à demander, à réclamer l'autonomie. Elles le font un peu devant le fait accompli, et puis en fait, l'UE, où les pays sont plus ou moins obligés d'œuvrer à cette transition institutionnelle, parce qu'ils ont moins les moyens de contrecarrer ces velléités autonomes. Donc pour le coup, c'est plutôt les régions les plus riches qui bénéficient de ce mouvement et qui en profitent pour mettre en œuvre une transition énergétique notamment, pour faire passer à l'échelle des choses qu'on voit déjà un peu aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus institutionnelle. Donc c'est une montée en puissance évidemment de l'échelle locale, du troc, des monnaies alternatives, etc. Et au niveau diplomatique ou géopolitique, l'apparition de nouvelles constitutions d'alliances au niveau entre local et national. Et donc le métier de la dernière chance pour Léa, c'est la responsable d'unité de production énergétique dans une de ces régions autonomes. C'est plutôt une bonne situation, c'est pas la situation parfaite, mais au moins tu... Merci. Au moins, au moins tu es au cœur de la vie, de ta vie locale. L'énergie dans ce monde-là, ce sera très capital dans la vie de la cité. Et pour le coup, tu vas organiser les échanges, tu vas avoir des enjeux aussi géopolitiques, économiques évidemment, qui sera prioritaire. Un enjeu de valeur, comment fixer la valeur justement dans des économies de plus en plus démonétisées. Peut-être que l'énergie sera au cœur de cette nouvelle valeur, et puis des enjeux géopolitiques, d'échanger, de troquer peut-être l'énergie en surplus dans ta région vers d'autres. C'est quand même intéressant comme métier. Oui, tu as l'air plutôt épanoui. Voilà, c'est plutôt une dernière chance. Alors, on a vu beaucoup de métiers possibles pour toi. Est-ce qu'il y en a un que tu préférerais, vers quoi ton cœur te porte le plus ? Ouais, je comprends, parce que c'est vrai que les 4 scénarios, ils sont pas forcément très
Il faut quand même continuer de travailler, c'est important, et continuer de penser à l'avenir, peut-être grâce à la prospective qui aide à prendre les décisions. D'ailleurs, peut-être qu'une des questions que tu pourrais te poser, c'est d'après toi, de ces 4 scénarios, lequel est le plus probable pour mieux te projeter. J'avoue, j'essaie de me défiler sur une lycéenne, c'est pas bien. Mais on va quand même se défausser sur vous, voir un peu ce que le public pense de la crédibilité, de la probabilité de ces 4 grands scénarios. Alors, on ne vous a pas posé la question et pourtant vous y avez quand même répondu. On a fait de la magie avec l'enquête. Donc notre enquête, vous vous rappelez celle qu'on vous a présentée ce matin, il y avait plein de questions. Et en fait, il y avait un petit truc, c'est qu'en gros, sur la base de toutes ces questions, nous, on avait bien réfléchi à l'équilibre entre les hypothèses. Et donc, il y avait des hypothèses. Quand vous nous dites cette hypothèse, elle est probable, quand vous nous dites c'est probable que les multinationales prennent en charge de plus en plus d'enjeux relevant historiquement des États, mais en fait, sans le savoir, vous évaluez aussi la probabilité d'un scénario. D'accord ? Donc, on a fait ce jeu-là. On a regardé pour chaque scénario quelles hypothèses pouvaient y conduire et à l'inverse, quelles hypothèses y étaient défavorables. On a fait notre petite tambouille. Enfin, c'est Quentin, donc en cas de réclamation, c'est lui qu'il faut aller voir. Et donc, à la fin, ce que nous dit Quentin, c'est qu'on a 2 scénarios qui apparaissent comme les plus probables. Donc, le temps des pompiers et le temps des fauves, qui sont vraiment dans un mouchoir de poche. D'accord ? Donc, pour rappel, le temps des pompiers, vous vous rappelez, c'était le scénario de coalition, un peu d'urgence, un peu opportuniste en fonction des enjeux. Et le temps des fauves, c'est le scénario de prédation. Voilà, donc c'est ces 2 scénarios-là que vous jugez les plus probables. Donc, ça serait intéressant de voir pourquoi. Et à l'inverse, le temps des fourmis, vous savez, le scénario où tout le monde se met d'accord et puis on arrive finalement à l'échelle internationale à repenser la gouvernance, là, globalement, c'est celui qui vous apparaît le moins probable. D'accord ? Donc vous vous sentez le plus éloigné aujourd'hui. Et le temps des tanières, alors il arrive 3e, mais finalement il a un score relativement proche parce qu'il est jugé donc probable ou très probable par, en gros, on est à 44%. Donc ce scénario très hétérogène sur lequel finalement la probabilisation est plus compliquée parce que comme je l'ai dit, c'est un scénario dans lequel il y a beaucoup de choses. Donc en fait, on peut juger probable certaines choses, typiquement la poursuite des tensions entre les États-Unis et la Chine, et à l'inverse, juger peu probable d'autres tendances, notamment dans ce scénario, ce qui n'est pas évident, c'est la place de l'Union européenne. Donc, parce qu'en fait, elle peut évoluer dans des directions assez différentes. Elle peut éclater ou au contraire, elle peut se renforcer comme je l'ai évoqué. D'accord ? Mais donc à la fin, dans tout le travail de l'enquête, c'est ça qui ressort sur ces 2 scénarios qui vous apparaissent les plus probables. Bon, Léa, elle n'a plus qu'à se préparer pour travailler pour France Migration. Je pense qu'elle aura bien bénéficié de ces éclairages sur vos votes, mais elle bénéficiera encore plus des éclairages liés à une bonne table ronde d'analyse sur les scénarios. Donc merci pour votre attention et maintenant, place à la table ronde.